Ça va et toi? Ça va bien? Écoute, j'ai invité quelqu'un. Je voulais absolument que tu rencontres Marie-Ève. Donc, elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Marielle. Allô Cécile, allô Elodie, ça va bien? Ouais, Ça ça va? va super. Donc, tu auras peut-être compris, Hello, que Marie-Ève, elle vient du Québec. Ouais, Elle je est... viens d'entendre le doux accent là, chantant. J'adore. Eh oui, j'ai un petit accent. Marie-Ève, est-ce que tu veux bien te présenter? Comme ça te permettra de faire connaissance avec Hello. Et puis, je pourrais dire pourquoi j'avais vraiment envie de passer ce moment avec toi. Absolument. En fait, moi, je suis accompagnatrice de l'âme, je suis messagère des mondes subtils et j'aide les gens à naviguer à travers leurs eaux profondes pour aller découvrir la beauté qu'ils portent en eux, mais aussi d'aller faire du recouvrement d'âme pour les parts qui sont blessées. Donc, on va chercher vraiment ces parties-là qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de pardon, qui ont besoin d'être reconnues, d'être aimées. Et on fait vraiment un beau ménage énergétique et ça apporte un bien-être vraiment extraordinaire de faire ça. Moi, j'offre des séances individuelles, en groupe, j'offre des voyages au cœur de soi. Donc, c'est des journées qui sont un petit peu plus longues pour justement aller plus en profondeur parce que j'aime ça que quand la personne part, elle est complètement déposée. Je sens que son énergie elle est transformée, sa personne est transformée et elle peut enfin être alignée sur son chemin, sur sa voie. En gros, c'est ce que je fais, mais je l'offre sur différents volets. Donc, des journées, des fins de semaine, plusieurs, tu sais, vraiment des moments qui vont permettre d'aller chercher le plus possible d'informations à l'intérieur. Ça met Et plein de moi, pépites. Marie-Ève, je l'ai rencontrée à l'Académie du podcast, Oui. puisqu'on y est toutes les deux. Et donc, j'ai écouté son podcast et j'ai fait waouh! Il y a des trucs qui m'ont vraiment trop épaté. Et comme tu le dis dans ton générique, vous n'êtes plus seul. J'ai vraiment eu cette impression. Et je me dis, ah, il faut qu'Hello la rencontre aussi. Qu'est-ce Ben qui va moi, te Effectivement. dire, Hello? juste à t'entendre, Marielle, ça me met plein de pépites dans les yeux là, d'écouter ce que tu proposes. J'ai hâte que tu nous partages peut-être un peu plus. Bah déjà peut-être ton parcours, je sais pas. Comment t'es venue l'idée de devenir qui tu es devenue? En fait, toute petite, je me rappelle que autour de 3 ans environ, je parlais déjà avec des êtres de lumière. Je les voyais, mais je peux pas dire de quoi on jasait. Je ne m'en souviens pas. Par contre, ça m'a suivi quand même plusieurs années et ça l'a arrêté aux alentours de 10 ans quand que ma cousine est rentrée dans ma chambre et elle m'a dit, ah, tu peux pas mettre des photos de Jésus et Marie dans ta chambre parce que c'est, c'est pas conforme, c'est pas la mode. Alors, j'ai comme bloqué tout ça et c'est revenu très fort à l'âge de 14 ans où j'avais des visions, je voyais des accidents. En fait, c'était mon année, là, ça a été 4 gros accidents majeurs qui ont fait que j'ai compris que j'avais des dons, j'avais un talent extraordinaire en tant que médium, mais j'ai eu un choc traumatique suite à ces visions-là. Donc, ça a commencé, ma première vision. C'était un de nos amis proches qui, lorsqu'il est décédé, moi, j'étais pas là, j'étais absente, mais j'ai eu toute la vision de comment c'est arrivé. Et dans les médias, ils ont énoncé une autre façon qui n'était pas du tout ce qui était arrivé, puis je trouvais ça un peu bizarre. Et quand les amis le matin m'ont raconté l'histoire, euh, il y avait quelque chose en moi qui disait, voyons, comment ça que je sais tout ça? Pourquoi je Mhm. sais? Pourquoi je connais tous les détails? J'étais pas là. Un mois plus tard, mon amoureux à l'époque, euh, il partait de chez moi en vélo. Il a eu un autre accident et j'ai pu lui dire tous les détails de l'accident. Je lui ai dit la couleur de la voiture, le numéro de la plaque, l'endroit où c'est arrivé, tous les détails. C'était incompréhensible pour moi. Donc, mais c'était en même temps, je le disais, puis c'était quasiment normal. Il y a eu un autre accident, ce même gars-là est revenu chez moi, il est parti avec son cousin et je savais qu'il y aurait un accident encore. Là, je comprenais plus rien. Je commençais à avoir des questionnements à l'intérieur de moi, puis à me dire, ben voyons, pourquoi je sais tout ça?
pourquoi je ne peux pas aider? Qu'est-ce qui fait que j'ai aucun contrôle sur cette situation-là? Ensuite, quelques mois plus tard, ma meilleure amie aussi a eu un accident en pleine nuit. Et là, je me suis dit, ben, je peux pas réveiller ses parents à 2 heures du matin. Et là, ça fonctionne pas. Alors, à 6 heures du matin, quand je l'ai appelée parce que j'étais en panique à l'intérieur, je dis, Mélanie, est-ce que tu as eu un accident? Elle me dit, oui, j'ai frappé un chevreuil cette nuit. J'ai dit, OK. Et là, ça a été noir pour moi. Là, je voulais plus rien savoir de cette médiumnité-là. Je voulais plus que ça m'habite, en fait. Donc, j'ai tout éteint ça, j'ai fermé ça, j'ai demandé de ne plus rien voir, rien entendre. Ça a été à l'âge de 26 ans environ que là, je me suis dit, OK, je suis prête, je me sens plus apte à recevoir ces dons-là. Je sais qu'il y a quelque chose parce que depuis que je suis toute petite que je vois tout ça. Comment je peux faire pour voir que du bon? Alors, de fil en aiguille, j'ai commencé à suivre des cours de tarot, de canalisation, juste pour comprendre ce que j'avais en moi, parce que j'apprenais rien dans ces formations-là. C'était tellement naturel, j'avais l'impression d'être plus loin que ça encore. Donc, de fil en aiguille, j'ai fait plusieurs formations pour me trouver parce que je cherchais qui j'étais, je cherchais comment je pouvais aider l'humanité sans avoir des visions d'horreur. Et c'est de fil en aiguille que j'ai fini par comprendre que quand je me laisse guider, je peux me connecter à l'âme de la personne et elle va recevoir dans l'ici maintenant exactement ce qu'elle a besoin pour son évolution, son ascension, pour aller à la rencontre d'elle-même. Et je permets de faire justement des grandes libérations parce que j'ai un don de guérison aussi qui est très puissant. Par mon cœur, j'émane le rayon de la grâce. Alors, ce rayon-là, ben, permet justement de participer, contribuer à la guérison du cœur des gens que je rencontre. Wow. C'est C'est une sacrée beau. histoire. Oui. Ouais. Et ça me fait Ouais. penser à ce qu'une chamane m'avait dit à moi. Elle me dit, mais t'as toujours été comme ça, en fait. Sauf que tu t'en es coupé. Et c'est vrai que je pense que enfant, et après, moi, comme je suis très neurosciences, je fais le lien aussi avec le développement de notre cerveau, tu vois. Je pense que jusqu'à 7 ans, tant que le cortex préfrontal n'est pas mature, il prend pas le dessus sur le reste, on est plus sur le cerveau un peu plus instinctif et on a accès à ces dons plus facilement. Et après, ben, on a toutes les injonctions de la société, l'éducation. Et moi, j'étais pas du tout dans une famille ouverte à ça. En tout cas, j'ai des tantes et oncles qui sont un peu plus ouverts à ça, mais c'était pas le cas de mes parents. Donc, bah, tu refermes. Tu dis, bah non, ça, c'est pas, ça n'existe pas, c'est dans ta tête, quoi. Hop, Ouais. et tu refermes les Ouais. portes. Ouais. Mhm. On veut pas, en fait, aller au-delà du moule. C'est difficile d'être quelqu'un d'autre à l'extérieur, tu sais, du moule parce que on est perçu, on est jugé, hein. Moi, j'ai eu droit à tous les commentaires inimaginables, là. On m'a dit que j'étais dans une secte, on m'a dit que mes affaires, ça n'existait pas. Même mes enfants, au début, ne croyaient pas en ce que je disais. Et là, ben, ils voient bien en vieillissant que, ouais, finalement, ça fait peut-être du sens que ce que je leur apporte. Moi, ça me Ouais. rappelle ce que tu partages là, Marie-Ève. Moi, j'ai eu une apparition christique quand j'avais 12 ans. Sauf que j'ai gardé ça pour moi pendant très longtemps. J'ai pu le partager peut-être il y a 10 ans avec mon papa, qui a été la première personne à savoir. Et ensuite, je me suis dit, OK, c'est le moment de partager aussi avec ma famille. Sauf que moi, ben, par exemple, mon mari, il m'a dit, mais non, mais t'as rêvé. Mm. Donc, chacun, je dirais, accueille ce qu'on partage avec leurs propres croyances aussi. Et leur capacité à accueillir le subtil finalement, ou pas, dans leur vie, quoi. Ouais. Ben, effectivement, ça prend une capacité extraordinaire pour arriver à croire que l'invisible existe, que ces manifestations-là existent. Et moi, Mm. j'ai navigué toute ma vie dans ce jugement-là de dire, ben, on te croit pas, les gens me croyaient pas. Et ça a été
ça a été douloureux parce que quand je racontais mes histoires d'accident, puis qu'on me disait, ben, ça n'a pas rapport, ça n'a pas lieu d'être, tes choses que tu nous racontes, ça n'a pas d'allure. Pour moi, c'était une façon de me fermer. Je me suis isolée et là, c'est maintenant, depuis environ près d'un an, que je peux vraiment en parler ouvertement, que je me suis mise sur les réseaux sociaux et que j'accepte d'être qui je suis. Hmm. Mais Que c'est tu vrai oses. que c'est pas évident, même par rapport à soi-même. Tu vois, moi, j'ai la connexion animale qui est assez facile. Et j'ai un jour une amie qui m'appelle, qui me laisse un message parce que j'étais pas dispo. Elle me laisse un message en disant mon chat a été poursuivi par un chien. Le chien l'a pas attrapé, mais il saigne de la bouche. Est-ce que tu peux essayer de voir quelque chose? Et puis moi, j'ai le message un peu tard. Entre-temps, elle m'avait relaissé un message en me disant, bon, on est allé à la clinique vétérinaire, je préfère être sûre. Et moi, il m'est venu un truc, je vais dire j'entends, mais c'est pas vraiment entendre. Mais bon, bref. Mordu la langue. Mais... Et puis après, d'autres trucs, bah non, il n'y a pas de blessure, c'est pas grave, nanana. Et je me suis auto-censurée. En fait, moi, je lui dis non, a priori, il n'y a rien de grave, mais tu fais bien d'aller chez le veto pour le rassurer. Tu sais, je sentais que le chat, il avait besoin qu'on s'occupe et qu'il avait besoin d'être rassuré. Mais mordu la langue, je ne l'ai pas dit. Ça a été vraiment censuré par mon cerveau. Et puis le lendemain matin ou plus tard le soir, elle rentre de chez le veto et elle me laisse un message pour me remercier. Elle me dit, mais en fait, il s'était mordu la langue. Je dis, bon sang. Je l'ai eu ce message-là et c'est pas que j'ai pas osé, c'est que je me suis auto-censurée, quoi. Hmm. Même pas Oui, consciemment. c'est de l'ordre de l'inconscient. Ouais, ouais. Hmm. Et c'est tellement important, je dirais, de ne plus se censurer. Quand on a quelque chose qui monte comme ça, d'en parler, de le dire tout de suite, parce que c'est dans notre corps physique, on dirait que ça se répercute. On a des conséquences. Des fois, c'est des blocages au niveau de la gorge. Des fois, ça va faire mal dans notre corps parce que ça nous pousse à le dire. Moi, ça m'est arrivé souvent. Le premier soin que j'ai fait de toute ma vie, c'est en 2009. C'était une amie de ma mère et son fils s'est suicidé. Il s'est enlevé la vie et elle, ben, elle me dit, elle voulait un soin de moi. Je venais de faire du Reiki, donc je dis, bon, je vais essayer, je vais voir qu'est-ce que ça veut dire, ça va dire. Son fils s'est présenté, il avait 3 ans au lieu de 16 ans, l'âge qu'il est décédé. Là, je ne comprenais pas pourquoi 3 ans, parce qu'elle, elle s'attendait d'avoir une réponse de son fils à l'âge de 16 ans. Et ce que ça me disait, c'est que je voyais le petit garçon qui pleurait, il était dans un fossé et il, euh, il pleurait de toutes ses larmes, il était perdu, il ne savait plus où il était. Et quand j'ai demandé à la cliente, je disais, est-ce que ça dit quelque chose? Elle me dit, ah non, ça ne me dit rien du tout. Je dis, OK, c'est spécial. Bon, ça revient, puis ça revient tout le temps. Et à un moment donné, elle éclate en larmes. Elle pleure et elle dit, oui, j'ai perdu mon fils quand il avait 3 ans. On l'a cherché partout. Elle dit, je me suis sentie tellement mal. Elle dit, je l'ai chicané. Vraiment très fort. Et là, C'est il quoi y a eu chicaner? chicané c'est vrai pour vous, c'est quereller. Je Euh, l'ai grondé. Ok. Gronder, oui, Ouais. Ouais. c'est ça. Demandez. Donc, elle l'a grondé et elle s'est sentie extrêmement coupable après de l'avoir grondé. Hmm. Son fils est venu lui dire, t'as pas à te sentir coupable, c'est moi qui étais perdue. Et c'est comme si cette dame-là s'était coupée à son fils après. Donc, elle Hmm. s'est sentie coupable toute sa vie et quand il s'est enlevé la vie, elle se sentait encore plus coupable. Mais il est venu guérir ce moment-là précisément où elle avait besoin d'aller à la source, à la racine de sa propre culpabilité à elle. Mm, mm. Ouais, c'est Donc, puissant. oui, pour Donc, sa propre culpabilité par rapport à lui ou par rapport à elle, antérieure? par rapport à elle, parce qu'elle Ah. elle se sentait coupable de l'avoir grondé et de l'avoir perdu aussi. Et elle pensait que, tu sais, inconsciemment, ça faisait un chemin dans sa tête comme si c'était de sa faute qu'il s'était enlevé la vie. Hmm. Ouais, C'est c'est ça. lourd hein, à porter après tout ça, quoi. Mm, Oui, mm.
Oui, et ça lui a permis une belle grande guérison après, mais moi, je ne savais pas Et j'ai pourquoi je une question. disais. Du coup, à t'écouter, j'entends que finalement, lui, il était là pour l'aider à guérir de ça, et c'est pour ça qu'il a décidé de mettre fin à sa vie. C'est ça que tu es en train de partager ou... La raison exacte pourquoi il s'est enlevé la vie, je la connais pas, il me l'a pas donnée, mais je sais qu'il y avait une guérison à faire pour à venir lui apporter ça, c'est sûr et certain. Ok. Ah, ah. Ok. Oui, il n'y a pas forcément de lien entre les deux événements, mais chez sa maman, par contre, il y avait une cause de culpabilité qui démarrait à ses 3 ans et qui l'a poursuivie tout le temps, qui faisait qu'elle pouvait se reprocher son suicide, par exemple, aussi. Ouais. Hmm. Oui, exactement. Mm, Ça mm, lui a permis, parce que ça faisait quand même une vingtaine d'années qu'il était décédé quand elle est venue me voir, donc ça lui a permis de faire la paix avec tout ça. mm, mm. Un deuil. Ouais. Ouais. Oui, un deuil, se libérer et passer à autre chose. Mm, mm. Ouais. C'est beau. Hmm. Il y a des choses qu'on m'a dit et que j'ai tendance à croire, c'est que tu vois que les enfants viennent parfois pour apporter un apprentissage à leurs parents, notamment des enfants qui seraient des bébés malades ou des choses comme ça. Je pense qu'on peut dire la même chose d'une vie qui est écourtée. Il y a un apprentissage à faire pour les parents. Alors c'est assez dur de le dire comme ça, de dire voilà, bah, super, merci, l'apprentissage, ton bébé est malade. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, que tu as eu comme information aussi? Je dirais que oui, j'ai même fait un épisode dernièrement de podcast avec une maman justement que son bébé voulait lui transmettre un message. Son Oui, bébé c'est est vrai. encore vivant. La petite, elle a 1 an et à la naissance, elle a été réanimée 2 fois. Donc, son cœur a arrêté de battre et au fil des réanimations, ce qu'elle a permis de faire comme expérience à ses parents, c'est l'ouverture du cœur. Donc, elle est venue expliquer à sa maman l'ouverture du cœur qui était nécessaire pour pouvoir venir faire son travail sur Terre. Parce que si l'ouverture n'avait pas été faite, cet enfant-là n'aurait pas eu le même, euh, pas encouragement, mais Le même oh, accueil peut-être de la part le de ses même parents. accueil et le Ouais. même élan. Elle n'aurait pas eu Mhm. toute sa place. Elle aurait peut-être été éteinte même dans ses dons, dans son potentiel. Vu que le cœur était fermé. Et là, Ouais. c'est très aligné et elle est la petite. Je l'ai vue 2 jours après que j'ai fait ce podcast-là. Elle était magnifique, très lumineuse. Il y avait vraiment quelque chose, un partage qui se faisait dans ses yeux, des étoiles. C'était magique. Ouais. Oui, oui, c'est vrai, tu vois, bah, je t'ai parlé de ça sans, je ne me rappelais plus, mais je l'ai écouté cet épisode. Et rien qu'à la description que tu donnais, moi, je l'ai vue vraiment, ouais, comme tu dis, lumineuse, cette gamine. Mm, mm. Ça faisait envie de la rencontrer, quoi. Tu te dis, ouais, elle doit avoir une Ah oui. présence incroyable. Ben, en fait, je pense qu'elle fait partie de la vague d'enfants qui vient rebâtir notre terre, qui vient remettre tout l'amour de notre terre à l'ordre. Je Ouais. pense qu'on est rendu là. Je sais pas si tu connais, alors comment elle s'appelle? Est-ce que je vais retrouver son nom? Anne Givaudan, Oui, qui fait des voyages comme ça et qui explique justement il y a des enfants qui participent à créer le nouveau monde, il y en a d'autres qui se sacrifient et c'est comme ça. Et moi, je l'ai écouté et j'ai fait waouh. En fait, c'est un peu comme quand j'écoute ton podcast. Je me dis, mais tous les trucs que je crois que je m'invente, parce que moi, j'aime la science-fiction. Donc, en plus, je me dis, ah, j'ai beaucoup d'imagination. Et c'est peut-être pas de l'imagination, quoi. Parce qu'elle racontait des trucs, tu fais waouh. Et j'en suis venue, moi, à me dire, les écrivains qui écrivent de la science-fiction, finalement, c'est pas des gens qui ont de l'imagination, c'est des gens qui canalisent. Connecté. exact. Hmm. Mm. Je crois que oui. Cette connexion-là, on la porte tous en nous, simplement qu'on l'éteint. Donc, ça fait que les synapses dans notre cerveau vont travailler différemment, ils vont créer des nouveaux chemins. Je pense que tu le sais, tu es en neurosciences, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, c'est vraiment ça s'éteint parce que je me souviens avant que tous les événements
que j'ai parlé tantôt, les accidents, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu conscience et j'ai vu la connexion dans mon cerveau se faire d'un côté à l'autre, une ligne blanche comme une éclair qui est passée. Et à partir de ce moment-là, là, j'avais toutes les visions. Alors, je pense que oui, les gens connectés, en fait, je me souviens pas où on s'en allait avec ça. Je parlais de science-fiction et de dire que finalement, c'était Oui, pas de l'imagination, c'est ah non. une canalisation ou des souvenirs de vie antérieure qui peuvent être dans le futur puisque le temps n'est pas linéaire, quoi. Oui, et je pense qu'on vit aussi en multidimensionnalité simultanément. Donc, on peut avoir accès à vraiment différents plans, différentes dimensions. Et quand on les vit en simultané, des fois, c'est très, très sombre, très noir, ce qui peut être vécu. Tu sais, la science-fiction, justement, tu sais, moi, je faisais des cauchemars enfant, puis je disais tout le temps, moi, Stephen King, là, il peut se coucher, hein. J'ai dit, moi, je serais millionnaire si j'avais mis sur papier tous les scénarios qui ont apparu dans ma tête, les cauchemars que je pouvais faire. Ça arrivait trois, quatre fois par année, mais quand ça arrivait, c'était impressionnant, ça faisait peur. Et à la fois, je canalisais tellement du beau que je me disais, OK, comment je peux être aussi dans l'ombre et aussi dans la lumière, tu sais? Mais Ouais. c'est ce que je comprends, c'est on a des multidimensionnalités qu'on va naviguer en même temps dans d'autres plans et c'est des mémoires souvent qui vont monter. Ouais. Et je sais pas toi, mais moi, c'est souvent quand je rêve aussi que je reçois des messages ou des souvenirs de vie antérieure. Parce que quand je suis éveillée, je pense que mon mental, il fait bien la chasse, donc je reçois moins. Mais par contre, je rends bien compte que c'est pas un rêve, c'est pas comme d'habitude, tu vois, qu'il y a un truc particulier, quoi. Je le sens quand c'est un message. Et en général, après, je vais creuser, mais c'est comme ça que je me dis, ah, là, il y a un truc à faire. Oui, je pense que oui, en général, quand on reçoit un rêve, on le sait, c'est comme du vécu, c'est particulier le sentiment qu'on a. Des fois, on est exténué là, quand on sort de ce rêve-là parce qu'on Ouais. a l'impression d'avoir fait un travail très profond. Et je pense que c'en est un, c'est un travail de guérison, tu vois. Moi, je le prends comme ça, quand ça revient à la surface, c'est quelque part, tu as besoin de faire la paix avec ce souvenir-là et que ça peut permettre de comprendre des choses aussi et de mieux accepter la vie qu'on vit actuellement, quoi. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Je pense qu'il y a différentes sortes de rêves. Qu'en pensez-vous? Parce que quand je vous entends, pour moi, mes rêves, c'est mon inconscient qui me délivre un message, justement. Et les cauchemars, en général, c'est vraiment en phase d'évolution intense de mon être, avec vraiment des messages quelque part de transformation. Par contre, ce que tu racontes, Cécile, tu vois, sur tes vies antérieures, moi, dans mon cas, j'ai jamais vécu ça. Donc, je sais pas, est-ce que vous avez une réponse à apporter là-dessus? Est-ce qu'on fait différents types de rêves finalement, et comment faire la différence? Parce que, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai aussi fait un rêve où je pense que c'était pas un rêve en fait, c'était éveillé quelque part, un rêve éveillé en fait, un rêve conscient. Donc, c'est encore un autre type de rêve qui Mm. apporte un autre type de message. Mm, mm. Alors, je Alors, sais pas pour si vous moi, puis savez. après, Marie-Ève, elle Ah, dira, mais tu as effectivement le rêve qui est plus le processus qui permet au cerveau de se détoxifier, tu vois, qui fait partie du sommeil. Mais ce que je décris, que j'appelle rêve, en fait, c'en est pas un. C'est un moment où finalement on profite que mon mental soit endormi et que je n'ai pas le préfrontal qui vienne censurer et bloquer pour m'envoyer des messages. Donc pour m'envoyer des souvenirs de mes vies antérieures. Après, est-ce qu'on est tous capables de les voir? J'en sais rien. Moi, on m'a dit que j'étais médium vie antérieure. En tout cas, j'arrive à aller chercher des choses sur les miennes de vie antérieure. hmm. J'ai pas cherché sur les autres encore parce que on y va tranquille. Mais, mais tu vois, pour moi, c'est deux choses différentes. Mais c'est un moment où tu as un seuil de vigilance qui est moindre, et ben où là, le message, tu es capable de l'entendre. Pour moi, c'est ça. Je sais pas, Marie-Ève, quelle est ta version? Ben, pour moi, les rêves, c'est moins ma spécialité, mais ce que j'en ai compris avec le temps, c'est des différentes phases de notre sommeil ou d'état de conscience. Donc,
J'arrive souvent à aller en phase theta et quand je vais dans ces phases-là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus profond. Je peux aller plus loin, plus en profondeur dans mon inconscient, subconscient et peut-être même dans les vies antérieures, mais aussi le futur et dans nos mémoires d'il y a des éons, je dirais, là, autant dans le galactique, tout ce qu'on a pu vivre parce qu'on n'était pas juste sur Terre, on était partout ailleurs. Fait que ça dépend, ça dépend, je crois, de l'état de veille dans lequel on se trouve. Ouais, Hmm. puis je pense que ça dépend de quoi tu as besoin à l'instant où tu reçois ce message, tu vois. Oui, aussi. Je crois que ça fait, comme Élodie le disait, ça fait partie justement des libérations ou de ce qu'on a à vivre, à transmuter, tu sais, quand on fait un rêve éveillé, c'est qu'on est prête à aller le transmuter, on est prête à le travailler, on est prête à le regarder, à le faire monter et ben, le libérer. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, il y en a, genre, j'en ai plusieurs qui m'ont marqué, mais comme tu dis, c'est particulier parce que quand tu te réveilles, t'es pas vraiment reposé et puis ça t'habite. C'est le truc, tu peux pas l'oublier, quoi. C'est, ouais, c'est comme si c'était un souvenir de quelque chose que tu avais vécu dans cette vie. Donc c'est aussi, tu vois, en ça, Hello, que c'est un peu différent d'un rêve où le rêve, il finit par partir, quoi, tu vois. Et, Hmm. mais ça me permettait de répondre à des questionnements, notamment sur ma mère a une maladie du genre Alzheimer, tu vois, neurodégénérative, donc elle est plus vraiment là tout en étant là. Et c'est des choses, longtemps, ça m'a un peu révoltée. Je comprenais pas pourquoi, je trouvais ça pas juste, etc. Et j'ai eu des réponses comme ça, de choses qu'on a vécues dans d'autres vies. Et ok, tu vois, j'arrive à accepter maintenant que c'est son chemin. Et j'ai pas à me battre contre ça parce que c'est son chemin à elle. Voilà, donc ça m'a apporté, moi, de la sérénité, finalement, de l'apaisement par rapport à des choses qui pouvaient être des souffrances. Je crois que c'est une belle attitude à avoir aussi, le lâcher prise, justement parce que la vie de l'autre, c'est pas la nôtre, c'est pas le choix qu'on a fait sur Terre. On a chacun nos expériences, nos buts précis d'incarnation. Et je pense que quand on arrive à lâcher prise sur la vie de l'autre, on arrive à trouver cette paix-là à l'intérieur de nous. Ça, je suis entièrement d'accord. Hmm. C'est pas forcément facile. Oh non! Qu'est-ce que t'en dis, Hello? Ça te laisse sans voix, on Ah, dirait. bah, tu vois ce que tu viens de partager. Moi, je vis la même chose avec mon papa, qui a la maladie de corps de Lewis et qui petit à petit perd la mémoire. Moi, j'ai été chercher un peu, enfin, comment dire? On va dire, j'ai reçu des réponses. Évidemment, on va dire que je suis très en lien avec Sainte-Thérèse de Lisieux, par exemple. Je sais pas si tu connais Marie-Ève. Et en fait, Sainte-Thérèse de Lisieux, son papa a eu aussi une maladie dégénérative du cerveau. À l'époque, on mettait pas ces mots-là dessus. Et en fait, pour moi, ce que j'ai compris en fait de cette maladie, en tout cas, c'est comment dire, la signification que moi j'y mets avec mon regard, avec mes croyances et tout ça, mon expérience et mon lien à mon papa. Mais mon papa, qui était quelqu'un de très cérébral en fait, qui était limite un philosophe, qui donnait des cours à l'université, etc. Le fait qu'en fin de sa vie, il a 89 ans, il ait cette maladie, c'est aussi très clairement, et qu'il l'accueille comme il l'accueille, c'est très clairement un travail de retrouver son humilité finalement avant de passer dans la vie d'après. Et ça, moi, je l'ai accueilli comme ça grâce à justement avoir lu ce livre de Sainte-Thérèse de Lisieux qui partageait ça sur son papa et ça m'a beaucoup aidé à quelque part me dire, c'est son chemin. Et bon, moi, j'ai à dire qu'il gagne son ciel comme ça, mon papa, en traversant cette épreuve, en fait. Mais voilà, donc moi j'ai été chercher quelque part mes réponses où la vie m'a apporté des réponses autrement. Et c'est peut-être un peu ça aussi qu'on reçoit chacun des moyens différents d'éclairer notre chemin et de recevoir les réponses dont on a besoin pour lâcher prise justement sur certaines situations. Ouais, je pense que le message doit être adapté à qui tu es parce que sinon tu le vois pas. On a déjà du Ouais, mal à le voir quand il est adapté, mais tu as encore ouais, plus de raisons de ne pas le voir, de ne pas le comprendre, quoi. ouais, c'est ça. Ouais. J'ai l'impression que
les êtres en fin de vie comme ça, qui vont vivre des maladies dégénératives du cerveau, c'est parce qu'ils n'ont pas été capables de faire ce chemin-là de déconnexion avec les mémoires ancestrales, de faire la Mhm. paix avec tout ça. Donc, j'ai l'impression que, tu sais, nous, on dort, puis c'est plus facile, justement, comme on disait, de recevoir des rêves pour éteindre le mental, justement. Mais je me questionne quand leur cerveau tu sais, se déconnecte peu à peu de la réalité. Est-ce que c'est pas justement parce que ça permet de faire cette transition-là plus en douceur et d'avoir moins peur, peut-être, de la mort? Ah, peut-être. Ouais, Peut-être. Mm. ouais. Moi, c'est vrai que pour ma mère, je me suis dit à un moment, c'est une façon de se couper d'un monde qui est trop violent, dans le sens qui lui a apporté trop de souffrance, où elle a passé un seuil où ben là, elle pouvait plus, et pouf, c'est comme un shutdown, quoi. Paf, tu Mhm. coupes. Et moi, j'ai réussi à me connecter avec elle. Alors, on n'a plus la possibilité de parler ensemble, mais donc j'ai essayé de me connecter à son âme et j'ai réussi à le faire. Et je l'ai senti beaucoup plus en paix que les dernières fois où on avait pu parler dans le monde physique, quoi. Comme s'il y avait des choses qu'elle comprenait et qu'effectivement, je pense que ça fait partie du chemin pour, euh, pour apaiser le vécu et puis peut-être nettoyer les... Je sais pas si les dettes karmiques, ça existe vraiment, mais tu vois, c'était un peu l'idée de nettoyer aussi ce qui avait été fait dans d'autres vies qui pouvaient être violents, même si c'était bien intentionné. Mais on a tous des vies où on a eu des comportements dégueulasses, hein. Ok, oui. Et je trouve ça intéressant la façon dont tu l'abordes. Quand tu dis que tu as réussi à te connecter à son âme, je pense que c'est là la réponse. Parce que justement, en te connectant à l'âme de ta mère, tu as pu la ressentir dans sa véritable présence, dans son être-té. Et quand on est dans l'humain, qu'on est connecté avec la parole, avec les mots, c'est plus difficile parfois de connecter avec le cœur. Tandis que là, tu as vraiment comme lâché prise et tu as connecté avec ton cœur, avec son cœur et dans ma âme, vous avez échangé. Et je pense que juste ce simple fait a permis une grande guérison, autant pour toi que pour elle. Parce que je pense que tous les humains, on est appelés à faire ça éventuellement, à communiquer par le cœur avec l'âme. Ouais. Mm, mm. Ouais, et j'avais comme l'impression, tu vois, maintenant, en parlant, qu'il n'y avait plus de rapport mère-fille. On était plus à égalité, tu vois, deux personnes qui parlent, mais ouais, je sais pas comment dire. D'âme Il n'y à avait âme. pas ce lien particulier, ouais, vraiment d'âme à âme, sans jugement, sans considération de je suis ta mère, donc tu me dois le respect ou des trucs comme ça, tu vois. C'était vraiment tellement plus Pur. fluide et Mhm. plus libre. Ouais. C'est un grand cadeau. Mhm. Ouais, ouais, ça m'a fait du bien. C'est un grand cadeau. Puis j'espère que les gens qui vont nous écouter vont l'essayer de se mettre en connexion avec leurs parents, avec leurs proches, avec leurs enfants aussi, pour voir justement quand on est dans le cœur, la différence versus quand on est dans notre humain, dans notre mental. Justement, les rôles père, mère, fille, enfant, tout ça, ça joue des tours. Ça introduit plein de biais finalement, plein d'interprétations. Quelque part, ça nous empêche d'être nous-mêmes, quoi. Oui, On est absolument. obligé de passer par là, n'est-ce pas? On est obligé Ça fait, par- d'expérimenter ça pour Ça fait voir. partie du chemin. Mm. Ouais. Le retour à soi, je crois que ça part là aussi, hein, de comprendre qu'on est égal avec tout le monde et que quand Mhm. on enlève les masques, on enlève les rôles et qu'on se permet d'être pleinement qui on est, ça change tout. Ouais. Ça, ça devient tellement plaisant, tellement agréable d'être soi, sans les Mhm. résistances, sans les contractions, tout ce qui nous freine en fait dans notre vie. Si ça, c'est plus là, on a le chemin, tout le potentiel est là. J'ai une question, Marie-Ève. Si on pouvait transmettre aux gens qui nous écoutent le plus petit pas qu'ils pourraient faire pour justement se connecter
peut-être plus régulièrement au cœur et entamer ce chemin finalement. Ben, je pense que la première chose, c'est d'avoir confiance en eux. Je pense que la confiance en ne serait-ce que le plus petit pas, avoir confiance en leur petite voix, avoir confiance que c'est juste et que c'est bon d'écouter ça, ça permet d'ouvrir beaucoup plus grand le cœur, je pense. Ouais, je suis assez d'accord finalement. On a tendance à se couper beaucoup de nos intuitions et de tout faire par le raisonnement, tu vois, par le mental. Alors qu'en fait, moi j'aime bien dire, ton cœur, lui, il sait, arrête de réfléchir, quoi. Et ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec deux amis qui sont deux médiums aussi et que j'ai rencontrés quand je suis devenue authentiquement moi, en fait, hein, comme par hasard. Et on, on observait quelqu'un qu'on connaît qui disait, ouais, je me pose des questions par rapport à mon job. Elle est passée à temps partiel et puis est-ce que l'année prochaine, je reviens à temps complet? Pour nous, c'était clair que si tu es passé à temps partiel, c'est que tu avais besoin de ça. Et c'est ça la bonne solution, tu vois. Et on s'est dit, mais là, elle réfléchit trop. Elle était en train de peser le pour et le contre. Elle dit, ah, je vous dirai la semaine prochaine. Je dis, à tous les coups, elle va reprendre à temps plein. Et pour moi, c'est une erreur. Mais bon, c'est mon avis, quoi. Et effectivement, elle reprend à temps plein. Et pour moi, c'est l'illustration de ça. C'est quand mon mental prend le dessus, mais je m'écoute pas. Alors qu'elle était fatiguée, tu vois. Donc, pour moi, le temps partiel, on l'a trouvé beaucoup plus en forme là que quand elle bossait à temps plein, quoi. Mais c'est typique du mental qui parle à la place de ton cœur, quoi. On Et est ce comme sont, ça. On aime aller expérimenter plusieurs fois, des fois, ouais, pour on a besoin. voir s'en sortir, C'est ça. se sortir de ce moule-là. Et des fois, ça prend deux, trois, quatre fois, hein. Ouais, à Oui, c'est un peu différentes ça. niveaux de conscience, quoi. Ouais. Oui, puis je pense que si on travaille pas sur notre conscience, on reste dans ce palier-là, on plafonne à un moment donné et si on travaille pas cet état-là, ben on reste là. On peut pas aller plus loin. On peut pas avoir des informations qui vont venir d'un plan de conscience plus élevé. Ça rentrera pas. Ça va rentrer si on est super bien, qu'on est super joyeux. Et si on retombe dans notre mental, c'est comme si on se rappelle pas de ça. Mm. Pour Tu moi, disais c'est tout comme à ça. l'heure, Oui. Marie-Ève, que tu faisais du Reiki. Moi, c'est ce qui m'a permis de rouvrir un peu toutes mes connexions, j'ai envie de dire. C'est d'être initié au Reiki. Et là, d'un coup, il s'est passé des choses, quoi. Comme si je Ben, retrouvais ma vraie nature. en fait, le Reiki, pour moi, c'était une initiation. La personne avec qui j'étais à l'époque, je lui ai dit, j'ai dit là, j'aimerais ça essayer le Reiki. J'ai dit, je pourrais savoir ce que ça fait, tu sais. Elle me regardait, elle a dit, toi, t'es beaucoup plus que ça. Là, j'arrête, là. Je dis, je connais rien, je suis pas plus que le Reiki. Elle dit, je vais te le donner, je vais te donner la lecture, lis-le, puis c'est tout. C'est plate comme, comme formation, c'est endormant, là. Alors, j'ai fait la lecture. Elle dit, OK, c'est bon, t'es beau, continue. Alors, elle m'a fait faire deux niveaux comme ça. Je fais, ah non, je continue pas dans le Reiki, j'aime pas ça. Et j'ai eu un conjoint un peu plus tard. Et là, lui aussi était maître Reiki. Il me dit, ben, je dis, écoute, j'aimerais ça faire la paix avec le Reiki, donc je pourrais faire les niveaux 3 et 4. Et quand il m'a tapé dans les mains puis qu'il a fait son rituel, j'étais tellement insultée. C'est comme si à l'intérieur de moi, ça a dit, ah, comment ça se fait qu'il faut frapper dans les chakras de mes mains puis souffler sur ma tête pour que je sois apte à recevoir mon canal? Non, non, moi, là, le Reiki, c'est fini, là. Mais ça m'a quand même permis d'aller beaucoup plus loin, et d'aller chercher et juste de me faire confiance que j'étais ce canal-là et que j'avais tout ce qu'il fallait dans l'instant présent pour aider la personne qui était là devant moi. Ouais. Ouais, moi, je connais des gens aussi qui ont pas besoin.
des initiations Reiki pour capter les fréquences, etc. Après, moi, je pense que j'en avais besoin pour me rappeler qui j'étais et je suis contente. Et puis, après, je sais pas comment on te l'a enseigné, mais pour moi, c'est une super belle histoire, l'histoire du Reiki. Et je vais pas en parler là parce que c'est pas le sujet, mais c'est, voilà, ça m'est pas tombé dessus par hasard, quoi. Ouais. J'en avais besoin, vraiment. Hmm. Tu veux pas Ben, juste raconter ce que tu as ouvert dessus? Raconter. Bah, t'as dit, je vais pas raconter là, mais en même temps, tu nous en as trop dit pour pas nous en dire plus. Ah, mais l'histoire du Reiki, ben, vous avez 2 heures, parce que c'est c'est ce que je raconte en 2 heures dans la formation, tu vois, toute l'histoire de Mikao Usui, comment ça s'est passé, comment c'est venu à lui, comment le Reiki a failli disparaître, et puis en fait, non, enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, je vais pas en parler là, parce que c'est Ouais. trop long et ça mérite de le raconter de belle façon et pas juste Mhm. en résumé, ex- c'est pour ça. exactement. Je pense que, tu sais, il y a eu beaucoup de gens qui ont manipulé aussi l'énergie du Reiki, qui ont fait un petit peu n'importe quoi. Nous, les gens ici au Québec, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais les gens ont le droit de rajouter des enseignements dans les cartables, dans les écrits. Pour moi, ça ne suit pas la ligne justement de M. Usui, tu sais. Alors, il y avait cette déformation-là, peut-être qu'on a essayé de faire du Reiki qui était un peu étrange pour moi, mais j'ai vu tellement de gens qui ont justement, que ça leur a permis de s'élever, de découvrir l'énergie, la beauté dans leurs mains, tout ce qu'ils portaient. Ouais. C'est magique, là, quand même. Mm. Il y Et a encore une toujours des dérives parce fois, que il y a des égos qui rentrent en jeu et que mais ça, finalement, c'est quand tu as dans n'importe accès... quelle pratique. Pardon? C'est vrai dans n'importe quelle pratique. Oui, tu as accès à cette énergie, bah, si tu fais pas attention, tu as vite fait de te dire, waouh, c'est moi qui fais ça. Non, c'est pas toi qui fais ça en fait. Voilà. Et une des valeurs du Reiki, c'est l'humilité de reconnaître que j'y suis pour rien. Je suis un canal, je transmets et c'est tout. Si ça se passe bien, c'est pas de ma faute. Si ça se passe mal, c'est pas de ma faute. Voilà. Et ça fait partie de l'enseignement qu'on est censé donner au Reiki. Après, nous, en Europe, on a des congrès, des rencontres de maîtres Reiki. Donc, si tu as expérimenté des choses, que tu as mis en place des protocoles, ben, tu peux partager et dire, voilà, j'ai eu tel résultat. Et là, ben, les autres maîtres Reiki vont tester aussi. Si tout le monde a eu les mêmes résultats, on peut se dire, bon, bah, OK, on va par exemple rajouter une position. Je sais que Nita Mokanu, qui m'a enseigné la maîtrise, il a rajouté une position pour le troisième œil, qu'il n'y avait pas au départ. Tu vois, que tu peux faire comme ça ou comme ça. Mais ça a été validé par une grande assemblée, quoi. Après, voilà, je pense que c'est les égos qui détournent un peu les choses, mais l'énergie Reiki, elle peut pas être manipulée, donc finalement, c'est qu'une impression de vouloir en faire ce que tu veux, alors qu'en fait, elle va où elle doit aller, et puis c'est tout, quoi. Oui, je suis d'accord avec ce que tu énonces, mais justement, le fait qu'il y avait une grande communauté qui testait, ça fait toute la différence de nous, quand on nous l'enseigne au Québec, c'est une personne qui l'enseigne et il n'y a pas personne qui valide. Mm, Et mm. donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont changé plein de choses, qui ont Ouais, adapté les enseignements ou ils ont rajouté des protocoles, ils ont enlevé des protocoles, tu sais, donc ils ont vraiment modifier, je dirais, ce qui était l'enseignement initial. ouais, Mhm. Donc, mais c'est ça. C'était une petite parenthèse. Mais ouais, tu sais, pour moi, c'est ça, ça m'a permis de tellement aller plus loin, de me faire confiance aussi, parce que de dire, OK, j'ai tout ça à l'intérieur de moi, j'ai même plus besoin de faire des formations. C'est c'est là, ça. puis je vous en parle, j'ai les mains qui pétillent. Donc, ça s'active pour moi, c'est tellement instantané, ça fait partie de moi depuis toujours. Mm, mm. Ouais, c'est Concrète- ça. Concrètement, quand tu fais une session ou une séance, je ne sais pas comment tu appelles ça, comment ça se passe? En fait, je me connecte avec l'âme de la personne et je sais à l'instant présent ce que la personne a besoin. Donc, que ce soit de la guérison physique, que ce soit des messages des défunts, des fois c'est des messages de son âme, des fois ça va être juste des codes que je vais pulser. Des fois, je vais chanter.
Donc, j'ai des chants, euh, des sons qui vont sortir. Des fois, je vais être en langage de lumière parce que le mental, pour dépasser le mental, le français ne doit pas être utilisé. Donc, j'utilise vraiment des syllabes, des sons. Et là, les gens, là, ça va au-delà du mental. Ça se connecte avec l'âme et la personne reçoit la fréquence qu'elle a besoin de recevoir dans l'ici maintenant. Donc, en gros, c'est ça. Wow. Yes. Ça a l'air d'être une sacrée expérience, hein? Quand même, oui. Et c'est efficace autant en ligne qu'en présentiel. Ça fonctionne des deux façons. Ouais. Ouais. Et tu Ouais. parlais du langage de lumière. Donc, moi, j'ai écouté un de tes épisodes où tu parles en langage de lumière et j'ai fait waouh. Tu sais, ça m'a fait penser à la langue des elfes dans Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Et j'avais une question pour toi par rapport à ça. Est-ce que ce langage de lumière, tu l'apprends ou juste il sort de toi comme ça, quoi? Ben, je pense que pour ma part, il est sorti de moi, j'étais très jeune. D'après moi, je parlais ce langage-là quand j'étais très petite parce que je me souviens, on me disait toujours chut, 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 tais-toi. Ah. C'est ça. Je devais dire n'importe quoi. Mais en même temps, je devais juste transmettre ces fréquences-là. Mais en 2009, quand j'ai commencé à faire ces soins-là, je l'écrivais, ce langage-là. Je le parlais pas, mais je savais, je pouvais écrire des sons et écrire des, des symboles, si on veut. Et ça fait pas tellement longtemps que j'ai réalisé que je fais ça depuis toujours. Ouais. Ah, C'est ça qui est extraordinaire. Tu sais, c'est qu'en fait, tu dis, mais bon sang, mais bien sûr. Parce que moi, des fois, je me dis, j'ai l'impression, je peux parler moi, j'appelle ça de l'elfique, tu vois, parce que ça, c'est mon délire. Mais je dis, ouais, moi, je peux parler elfique. Quand je l'entends dans le film, je peux lui répondre, tu vois. Alors, je sais pas ce que je lui dis. Mais je me dis, s'il faut, j'ai ça et je le sais pas. mais ce qui est magique avec le langage de lumière, c'est que c'est une fréquence. C'est plus que des mots, c'est plus que... C'est très représentatif. Ça peut être un parfum, une odeur, une musique, ça peut être des codes de lumière. Et on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que c'est, on n'a pas besoin de contrôler, on transmet, un peu comme le Reiki. On transmet, c'est là, on est le canal et voilà, c'est fait, sans contrôler. Donc, c'est magique parce que ça transcende le mental. Mm, mm. Ouais. Oui. Tu disais tout à l'heure que tu t'es rendu compte à un moment donné que tu faisais ça depuis longtemps. Quel est l'élément qui t'a fait avoir cette prise de conscience ou quelle est l'expérience ou la situation qui t'a permis d'avoir cette prise de conscience? En fait, c'est de faire du ménage dans mes vieux papiers. Ah, quand j'ai trouvé mes écrits, je me rappelais pas que j'avais écrit ça. Ah, Alors, c'est ça, c'est là, oh, je fais ça depuis très longtemps, Ouais. vraiment. Et je me souviens avoir même énoncé à une dame à un moment donné une formation complète en langage de lumière. Et ça m'avait dit que je pouvais pas accéder à ces codes-là parce que c'était pas ma formation. Donc, je lui ai transmis et elle a francisé la formation, si on veut. et du coup, c'est devenu Ouais. une formation pour le langage de lumière. Non, c'est devenu une formation pour les spécialistes cosmiques, donc les êtres de lumière qui vont. Exemple, nous, on a plusieurs métiers sur Terre, donc on a aussi des spécialistes cosmiques qui vont avoir leur propre métier, si on veut. Donc, ça peut être les spécialistes qui vont aider les dentistes, aider les électriciens, qui vont même venir t'aider, tu sais, à canaliser. Ben, si tu as un problème de tuyauterie, ben, tu peux demander ces spécialistes-là de venir t'aider et ils vont te montrer, ils vont te laisser te laisser, en te laissant porter, en te laissant être le canal, tu sais exactement ce que tu peux faire. Est-ce Quand tu que, dis tu penses à des gens enfin n'importe qui? Oui, oui. Ça prend beaucoup de confiance. Beaucoup, beaucoup de conscience. Mais il y a autant de spécialistes cosmiques qu'il y a de métiers et autant que tu as d'imagination, je dirais.
Donc, si Ouais. tu as besoin d'un spécialiste en informatique, ben c'est eux qui t'appellent. Si tu as besoin d'avoir quelqu'un, une place de stationnement proche de la porte, proche de l'entrée, tu les appelles. Donc, ça veut dire que concrètement, c'est pas que lié à ton corps, ton cœur et ton esprit, c'est aussi des situations très concrètes que tu rencontres dans ta vie. Oui, absolument. Hmm, Ouais, intéressant. ouais. Mais c'est ça, Ben, il suffit de demander, hein, parce ouais, qu'on a, demander, bon, c'est vrai. oh oui, toute l'aide du divin est là. Ils ont des noms, des spécialistes cosmiques, peut-être. Ils ont peut-être d'autres noms. Pourquoi pas? Alors, comment est-ce que tu demandes, toi, quand tu fais une demande concrètement pour tous ceux qui nous écoutent? Parce que bon, je pense qu'il y en a qui vont être intéressés. Comment on peut demander? Ben, je ne sais pas dans quelle région vous êtes exactement, mais supposons qu'on est à Paris, on peut demander la circulation fluide parce que c'est comme ça. Tout simplement, je demande la circulation fluide. Mais J'ai tu Moi, dois je le pas. besoin. fais souvent, hein. Comment tu as dit ça? Je dis, moi, Tu je le dois fais souvent de demander, Ouais. à chaque fois que je monte en voiture, quasiment, moi, je demande un trajet complètement sécurisé et puis éventuellement la fluidité de la circulation, mais c'est d'abord la sécurité. Et puis des fois la place de parking, ouais. Aussi, Mm. ça peut être, on perd nos clés. Moi, les enfants, ils savent quand je dis je manifeste, ils savent qu'en 15 secondes, j'ai trouvé ce que je cherche. Et souvent, ils vont me dire, Maman, je trouve pas telle chose, dis ton affaire, là. Mon affaire, je manifeste. Ben, OK, ça apparaît là. Ouais. On a tellement de pouvoir, on a tellement de potentiel qu'on ne sait pas qu'on a. Faut juste avoir l'imagination de l'utiliser. Ah, Ouais, il faut vraiment. oser demander en fait et oser essayer. Ah oui, oui, des anecdotes pour moi, j'en ai, je pourrais vous parler encore 2, 3 heures. Ouais. Bah, peut-être partage-nous peut-être une parmi toutes celles que tu as en tête. Ben, oui, une anecdote qui monte justement de je manifeste. J'avais mon téléphone cellulaire avec moi, je l'avais dans mes mains et je me souviens de l'avoir mise dans ma poche. Et quand je suis revenue, je suis sortie faire une commission, quand je suis revenue à ma voiture, j'ai pas mon téléphone. Alors, je retourne en dedans, je vais voir, et ça me dit non, fais confiance. Et là, je dis je manifeste. Et je suis revenue à la maison sans avoir mon téléphone. Je suis rentrée à la maison, le téléphone était sur la table de cuisine. Ah ouais. Ouais, c'est ça, c'est avoir la foi que tout est là, tout est accessible et infini. Notre potentiel est infini. Donc, quand on demande, c'est de le faire vraiment avec la foi, du lâcher prise, du lâcher de notre mental, de ce qui est possible dans notre monde matériel, en fait. Oui, et de s'amuser. Ah, De, s- j'aime. de s'amuser. Moi, je m'amuse maintenant. Quand je dis je manifeste, là, je trouve ça drôle parce qu'il se passe plein de choses. Tout le temps. Tout le Je vais temps, aller tout le temps. essayer. Et Oui, Je vais justement, essayer parce que moi j'ai plein de trucs que j'ai perdus, des vêtements qui doivent être dans des sacs à dos. Tu sais, t'en prends un pour une rando, machin, puis tu le ressors plus. Et puis voilà, donc je vais manifester moi aussi. alors je manifeste pour toi et tous les auditeurs, tout ce qu'ils ont perdu, qu'ils vont pouvoir retrouver. Oh, merci. mais du coup, pour manifester, ce sera, je sais pas, peut-être une des dernières questions, mais pour manifester dans sa vie, toi, tu dis tout est à notre portée finalement. Il n'y a qu'à demander. Et comment on peut, encore une fois, le plus petit exercice possible qu'on pourrait mettre en place pour pratiquer, parce que j'imagine que quand même, plus on pratique, plus ça devient accessible et un jeu à ce moment-là, comme toi, où tu en es toi. Mais vois-tu, ça, c'est une question qui m'embête. Parce que pour moi, c'est tellement simple, c'est tellement en moi depuis toujours que quand on Ouais, me demande un truc, j'ai juste à dire, ben, essaie-le. ouais. Bon, Ouais, je suis pas sûre qu'il y ait qu'une seule façon de faire en plus, tu vois. Non, exactement. Tu sais, il y en a qui vont visualiser, il y a plusieurs façons d'y arriver, mais la foi absolue de ça, de la réalisation de notre demande, tu sais,
il y a tellement d'anecdotes que je pourrais vous dire. C'est arrivé une fois, je vais le raconter, après on pourra peut-être terminer sur ça. Euh, J'avais besoin de sous pour mes enfants. Ils voulaient avoir des vêtements de l'école. Et à ce moment-là, je me disais, si ça avait été une journée plus tard, la date remise, j'aurais été correct. Et là, il me manquait comme 140 $ pour avoir les vêtements qu'ils voulaient. Là, OK, je manifeste, puis je laisse aller, je ne sais pas comment je vais recevoir. Le même matin, 15 minutes après, j'ai reçu un téléphone, un monsieur qui voulait mes pneus d'hiver, puis ça faisait déjà 6 mois qu'ils étaient en vente et moi, je les avais oubliés que j'avais ça, là. On est rendu l'été, il n'est pas supposé de vouloir des pneus d'hiver. Alors, il a acheté mes pneus, il m'a donné 350. Et quand je suis venue pour faire les enveloppes, pour mettre les formulaires pour les enfants, ça prenait une enveloppe chacun. J'ai 3 enfants. Et là, dans une première enveloppe, il y a 60 $. Là, je trouve ça bizarre parce que c'est une nouvelle boîte et j'ai pas coutume de mettre de l'argent dans des enveloppes. Je suis OK, ben merci, je trouve ça le fun. Là, tu sais, j'ai chaud, mais c'est le fun. Et là, je prends une deuxième enveloppe et dans ma deuxième enveloppe, il y a 80 $. Je suis OK, là, il se passe vraiment quelque chose. Je dis, c'est impossible parce que je suis le seul adulte à la maison, la seule qui a de l'argent. C'est une boîte neuve, là. Il y avait 80 et en tout, ça faisait 140 $. Donc, j'ai pu acheter les vêtements des enfants et j'ai eu un bonus de 350. Donc, Énorme. pour moi, c'est comme ça depuis toujours. Alors, de donner un truc, c'est pas évident pour moi. Ouais. Bah, déjà, peut-être le fait de je manifeste, peut-être que, comme tu disais, c'est essayer, tenter, Mhm. mais avec la foi, et c'est peut-être ça aussi à travailler, le lâcher prise. Je pense que oui, je pense que la foi, ça devrait faire partie de notre vie intrinsèque. On se lève le matin, on a la foi que tout va bien. Ouais. Ouais. Simplement comme ça. Ouais, je vais C'est le repartir. paradoxe de l'humanité, ça, hein. Parce que notre cerveau est câblé pour voir tout ce qui est négatif et tout ce qui pourrait nous arriver de mauvais. Et à la fois, on a vraiment ce besoin d'avoir confiance en la vie, quoi. Et ça demande un effort. Oui, exactement. Tu sais, c'est pas toujours facile non plus pour moi. La majorité du temps, c'est banal, mais il y a aussi des fois où je dois travailler pour avoir ce que je veux. Tu nous rassures. Il y a des gens qui allaient être jaloux, là. Tu vois, ben mince. Eh, moi aussi, je manifeste, je manifeste. Ah, ben, il n'y a rien qui dit que c'est pas le début suite Je à vais aller notre fouiller dans mes entrevue. enveloppes, moi. Ah, bonne idée. Et après, pour manifester, il faut savoir ce qu'on veut aussi. C'est peut-être aussi ça, hein, de C'est ça. s'autoriser C'est à, l'intention qui doit être claire, ouais, tu vois. ouais, de savoir Problème, l'abondance. finalement, mais c'est exactement des trucs qu'on apprend dans les formations Reiki aussi. C'est ton intention, elle doit être claire, mais la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent, hein. C'est pour ça que ça se manifeste pas. Ou ne s'autorise pas à le manifester, ou à le laisser se manifester. Mais Aussi, ben, il si y a c'est les... vraiment clair, ça va se faire plus facilement, quoi. Oui, oui, je pense qu'avec la clarté. Donc, c'est un peu ça, en fait, que je permets aux gens, c'est de se libérer des blocages pour être plus clair, trouver plus de clarté dans ce qu'ils veulent. Ouais. Eh ben, Bah, je pense merci qu'on va beaucoup. arrêter là, les filles, mais en tout cas, Ouais, merci c'est pour ce super. partage. J'ai vu que tu Ouais, avais mis des étoiles dans les yeux d'Hélo, là, elle va dire, ah, c'est ouh, clair. il y a une quatrième dimension qui vient de s'ouvrir à moi, ou une cinquième peut-être, je sais pas. Ah, Merci. 6, 7, 8. Pourquoi pas toutes les dimensions? C'est ça. Sens limité. On va y aller step by step, d'accord, Marie-Ève, parce que sinon je vais me Parfait. perdre, moi. OK. À ton rythme et en douceur. Yes. Bah, merci beaucoup en tout cas. C'était super. Et Ça me fait merci à toi. Merci. plaisir. Merci de C'est- m'avoir reçu. C'était vraiment gentil. C'était un grand plaisir d'avoir ce partage avec toi. On pourra refaire ça une autre fois parce qu'on a encore des choses à dire, je pense. Ah, je pense que Et oui.
c'était super. Merci pour ce bon moment, Marie-Ève. Merci beaucoup. À À bientôt. bientôt. À Continuez. bientôt. Je manifeste.